Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Michel Savin, député. On recommence. Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Michel Savin, sénateur républicain de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Le tourbillon des réformes est en marche. Après le Code du travail, voici la SNCF, la formation professionnelle, les prisons, le bac, la Constitution. Beaucoup de travail en perspective pour le gouvernement et les parlementaires, à moins que ces derniers ne soient court-circuités. De toute façon, l'Assemblée nationale est largement derrière l'exécutif, qui lui reste sourd aux protestations feutrées du Sénat. La Haute Assemblée semble bien démunie face à un président décidé à avancer coûte que coûte. Emmanuel Macron cherche-t-il la toute-puissance ? On posera la question à Michel Savin, largement réélu donc en septembre dernier sénateur de notre département de l'Isère. À l'époque d'ailleurs, notre département a placé un deuxième sénateur républicain, une sénatrice, Frédérique Puissat, sur votre liste. Frédérique Puissat, exactement, qui était deuxième sur ma liste et qui aujourd'hui fait un très beau travail sur le département, sur l'ensemble du département, et elle siège à la commission sociale où elle a trouvé sa place. Mais que le temps passe vite, Michel Savin. Vous vous souvenez, il y a un an, le temps politique en particulier passe vite. Il y a un an, on était ici ensemble, on parlait de la campagne présidentielle, on parlait de votre candidat, François Fillon. Je vous demandais notamment à l'époque si un plan B était opportun en raison des dégâts du Penelope Gate. Aujourd'hui, avec le recul, vous me dites la même chose. On ne pouvait pas imaginer un plan B ? Je pense qu'il était trop tard pour imaginer un plan B. Et puis lorsqu'on voit que François Fillon échoue le passage du premier tour pour 400 000 voix, on voit qu'il n'a pas manqué grand-chose. Il aurait fallu une mobilisation un peu plus importante, notamment des grands élus qui l'ont abandonné en cours de route. Et si tout le monde avait tenu le cap jusqu'au bout, au moins François Fillon aurait passé le premier tour et on aurait pu avoir un vrai débat au deuxième tour, débat qui n'a pas eu lieu. Mais quand même... François Fillon est allé jusqu'au bout. Certains disent qu'il s'est entêté. Beaucoup dans le clan qui l'entourait à l'époque disaient qu'il s'était enfermé, qu'il était injoignable, qu'il était trop seul dans cette course à l'Élysée. Je pense qu'il faut qu'on tire aussi les leçons de cette campagne. Oui, peut-être qu'il y a certains reproches qui peuvent être faits à François Fillon et à l'équipe qui l'entourait. Alors c'est facile après de critiquer. Moi je pense qu'à l'époque, après une consultation des militants, mais aussi plus largement des sympathisants de droite qui s'était très bien passé, qui avaient fait une très grosse mobilisation avec des débats qui étaient sereins, mais aussi qui ont permis à François Fillon de vraiment sortir du lot. Bon, si bien sûr toutes ces affaires n'avaient pas été éclaboussées et entachées cette campagne, les critiques qu'on entend aujourd'hui, on ne les aurait pas entendues. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. Moi, le seul constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, un an après, rien sur ces affaires. À quand un procès, à quand une décision de la justice par rapport à tout ce qui avait été mis sur la place publique. Voilà aujourd'hui. C'est allé très vite pendant la campagne et puis depuis plus rien. Oui, les juges ont été très rapides pendant la campagne. La presse a été très mobilisée pendant cette campagne et depuis plus rien. Allez, vous avez donc été réélu, je le disais, en septembre au Sénat, au Palais du Luxembourg. Vous avez été aussi réélu président du groupe d'études sur les pratiques et les événements sportifs. La France s'apprête à accueillir des grands événements internationaux dans les années qui viennent. Les Jeux Olympiques en 2024, la Coupe du Monde féminine de foot l'an prochain, oui. En 2019, notamment chez nous à Grenoble, la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et pourtant, le budget du ministère des Sports traîne un petit peu.
Oui, il traîne même plus que ça, c'est qu'il a été réduit. Le CNDS a vu ses crédits réduits. Donc, le Centre national du développement du sport. Hein. Oui, et c'est vrai qu'on a eu ce débat avec des propositions au Sénat de réaffecter certains crédits qui provenaient de la Française des Jeux vers le CNDS parce qu'il nous paraissait important de continuer à soutenir l'investissement au niveau des infrastructures. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, la France va avoir à organiser des grandes manifestations internationales. Je pense qu'il faut qu'on profite de ces grands événements pour avoir une réflexion sur le fonctionnement, l'organisation du sport en France. Il ne faut pas que ces grands événements soient les arbres qui cachent la forêt. Il y a une vraie réflexion à avoir sur la gouvernance, sur le rôle des collectivités. Jusqu'à présent, les collectivités locales portaient et continuent à porter de façon importante le sport, mais on voit bien aussi qu'avec les difficultés financières, budgétaires, les baisses de dotation de l'État, les collectivités seront amenées à réduire un petit peu leur investissement et leur soutien en termes de fonctionnement. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur l'organisation, le rôle des fédérations, comment le privé peut rentrer aussi dans le fonctionnement et le financement, le soutien des sportifs de haut niveau, qui est aussi un sujet important. Ah oui, parce qu'il y a la question de financer le sport amateur, de financer les grands équipements qui coûtent de plus en plus cher, en investissement et en fonctionnement. Et effectivement, les collectivités locales ne pourront pas y pourvoir très longtemps. Oui, on avait travaillé au Sénat sur une proposition de pouvoir réfléchir sur donner la possibilité, aussi bien aux clubs professionnels, mais aussi en partenariat avec des partenaires privés pour gérer les grands équipements qui, à nos yeux, ne sont plus de la compétence des collectivités, parce que d'abord, ce n'est pas notre travail, mais aussi, surtout, les collectivités ne peuvent pas continuer, comme c'est le cas malheureusement dans cette agglomération, à verser plus d'1,5 million chaque année pour le fonctionnement d'un équipement sportif. Un mot sur les Jeux paralympiques. Ils ont débuté ce week-end. Donc, il y a eu une quinzaine d'athlètes français qui représentent la France. Ce seront les plus grands Jeux paralympiques jamais organisés. Donc, c'est à Pyeongchang en Corée. 567 athlètes au total, 48 pays. Des Jeux qui, ça y est, commencent à avoir une aura grand public. Oui, mais je pense que c'est une volonté politique portée au plus haut niveau national, le CIO, mais aussi le comité olympique français avec le comité handisport font un énorme travail pour développer, inciter là aussi le développement du sport handicapé. Et ça a pour conséquence et pour résultat aussi d'avoir des sportifs de haut niveau qui aujourd'hui sont des vrais athlètes, qui portent haut les couleurs de la France, mais qui aussi ont un message à envoyer à toutes ces personnes qui sont jeunes ou moins jeunes, qui ont un handicap, de pouvoir aller vers le sport. Je pense que l'objectif, encore une fois, en termes de sportifs, que ce soit pour les valides ou pour les personnes handicapées, c'est bien sûr de soutenir le sport de niveau, qui est un peu la locomotive pour inciter des jeunes, valides et non valides, à venir pratiquer du sport. Allez, ça c'est dans le cadre de votre mandat national de sénateur. Vous êtes aussi conseiller métropolitain, alors plus maire de domaine. Loi sur le non-cumul des mandats oblige, mais vous restez conseiller métropolitain. Vous avez vu la semaine dernière que la métropole a pris, ou en tout cas veut prendre, de nouvelles mesures pour limiter la pollution de l'air. Les utilitaires et les camions diesel seront interdits sur 9 communes de la métro d'ici 2025. Alors dès 2019 seront bannies les vignettes 5, les véhicules les plus polluants. En 2020, la mesure s'étendra aux pastilles critères 4 et ainsi de suite. Le président de la métro, en tout cas, le promet. Les artisans et les entreprises seront aidés pour s'équiper de véhicules moins polluants. Pour les entreprises, il y a des systèmes d'aide, systèmes financiers. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous la faire simple, un véhicule diesel a un prix. Un véhicule propre a un prix supérieur. Eh bien, la métropole prendra en charge ce qui est supérieur. De façon finalement à rendre au même niveau de prix un véhicule diesel et un véhicule propre. En fait, c'est un système d'aide qui est aujourd'hui extrêmement intéressant et qui va se cumuler aux aides aux systèmes fiscaux nationaux. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer qu'en 2019, nous allons ouvrir 2 nouvelles stations publiques ouvertes 24 heures sur 24 à destination de tout type de véhicules. En priorité, les véhicules lourds, puisque pour ces véhicules, les solutions électriques ne sont pas encore au point. Et donc, il est important pour les camions, les marchandises, de pouvoir passer au gaz naturel. Et puis aussi pour les véhicules légers, il est possible de pouvoir recharger les véhicules. Ce qui a motivé la tranche à participer à ce dispositif,
c'est que tous les jours, nous sommes confrontés, quand on est élu sur la tronche, aux problèmes de santé, avec la présence bien sûr de l'hôpital, de la clinique des Grésivaudan, où il y a des jeunes qui viennent se soigner. Et puis bien sûr, c'est aussi une responsabilité, lorsqu'on est élu d'une commune, d'avoir ces préoccupations pour la santé des citoyens. Et le maire de Grenoble veut même aller plus loin. Lui, et sur sa commune, eh bien, il ambitionne une interdiction totale des véhicules diesel d'ici 2030. On rappelle que le ministre de la Transition écologique a fixé le délai à 2040. On a l'impression, Michel Savin, qu'on est un peu prisonnier dans ce débat entre la nécessité d'être vertueux sur le plan de la santé et puis de l'autre côté, de ne pas trop pénaliser finalement socialement ceux qui sont les moins favorisés. Oui, c'est là où il faut qu'on fasse très attention. Il ne faut pas qu'il y ait des mesures qui risquent de pénaliser certaines personnes qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas avoir des véhicules qui respectent totalement les normes en termes environnementaux. Mais moi, je pense que c'est surtout avoir une réflexion sur la globalité des transports dans notre agglomération. Il faut qu'on arrête au coup par coup. Je pense qu'il faudrait qu'on ait... aujourd'hui, encore une fois, on parle d'une partie de l'agglomération, du cœur de l'agglomération, qui est importante, bien sûr, mais la métropole, c'est 49 communes. Je pense qu'il faut avoir une réflexion au niveau des déplacements sur la totalité. On ne peut pas empêcher la voiture de pouvoir continuer à circuler sur l'agglomération. Bien sûr qu'il faut en tenir compte de la problème de la pollution, mais aussi en termes de bouchons économiques, les conséquences que ça peut apporter. Mais avoir une réflexion sur quel mode d'alternative on peut proposer, aussi bien un transport propre au niveau de l'hypercentre avec le tram, mais avec comment on peut mieux desservir aussi les autres communes avec les bus, travailler avec les territoires voisins, le Pays Boronnais et le Grésivaudan. Il y a des choses qui ont commencé à se faire, il faut qu'on aille plus loin. Et moi, ma crainte, il ne faut pas qu'on puisse faire une opération de communication sur une toute petite partie des personnes qui est intéressante. Hein, et on ne va pas s'opposer au fait de réfléchir sur comment diminuer la pollution au sein de l'agglomération. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre le vrai problème qui concerne l'agglomération en termes de circulation aujourd'hui de déplacement. Vous êtes monté au créneau récemment, hein, je crois que c'était début février, pour inviter tous les parlementaires de l'Isère, toutes étiquettes confondues, à faire pression auprès de la ministre des Transports et du gouvernement pour que l'Isère et la métropole ne soient pas les grands oubliés, par exemple, de la programmation des infrastructures de déplacement, en particulier ferroviaire. Ah oui, lorsqu'on a vu les arbitrages qui ont été faits au plus haut niveau national, mais je pense qu'on en parlera sur d'autres sujets aussi. Une fois de plus, l'agglomération grenobloise est la grande oubliée. On voit que au niveau de la région Rhône-Alpes, Lyon et la métropole de Lyon sont en train de se développer avec des infrastructures importantes. Le secteur de Chambéry-Aix-les-Bains et Annecy est en train aussi de se développer. Il ne faudrait pas que l'agglomération grenobloise soit la grande oubliée, qu'elle soit mise de côté et qu'on passe à côté de toutes ces grandes infrastructures qui, demain, desserviront bien sûr les axes entre les différentes capitales européennes, mais aussi le développement entre Grenoble et la métropole de Lyon et Grenoble et vers Chambéry. Donc j'ai demandé, et l'ensemble des parlementaires s'est mobilisé, la métropole, le président de la métropole a proposé un vœu qui a été voté à l'unanimité pour faire entendre la voix de la métropole, mais encore une fois, il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas que Grenoble soit la grande oubliée des grandes infrastructures. Oui, Grenoble et la métropole, hein, qui ne figurent pas dans le rapport qui a été remis au gouvernement et sur lequel la ministre va se baser pour la loi d'orientation sur les mobilités. Mais pourquoi un tel oubli finalement? Pourquoi, allez, on va faire simple, pourquoi Lyon et Chambéry ont été servis et pourquoi Grenoble est au bord de la route? Moi, je pense qu'il y a une volonté aussi politique. Si les messages qui sont envoyés par la municipalité de Grenoble sont toujours dans de la restriction, de la pénalisation, bien sûr qu'au niveau national, ça n'incite pas à venir investir et à venir développer certaines infrastructures. Vous dites-vous, par exemple, la position de Grenoble sur le Lyon-Turin, la ligne à grande vitesse, a pu jouer en notre défaveur? Ça joue, je pense que ça joue en notre défaveur. Si la ville de Grenoble, notamment, prend une position, et a pris une position contre le Lyon-Turin, explique, on a bien vu dans le dossier du Rondeau et de la 480 qu'il y a eu
des amendements qui ont été déposés et on voit bien que dans toute la procédure qui est en cours, on n'est pas encore arrivé au bout de ce chantier. Lorsqu'on voit sur les décisions qui sont prises au niveau national sur la sécurité, tout ça additionné envoie un message au niveau national comme quoi le national dit si Grenoble ne veut rien faire, qu'il ne fasse rien et puis nous on va investir ailleurs. Alors, autre exemple concret, vous m'assurez la transition parfaite, Grenoble a aussi été écarté de la fameuse police de sécurité du quotidien, pas retenue par le gouvernement pour tester cette PSQ. Et parmi les éléments pris en compte figurent les réticences de la municipalité de Grenoble vis-à-vis de la vidéoprotection. Le préfet est très clair sur cette question. Je dirais qu'il serait réducteur de dire Grenoble n'a pas été sélectionné parce qu'il n'y avait pas suffisamment de développement de la vidéoprotection. En revanche, il est certain que c'est un critère parmi d'autres. C'est-à-dire que parmi les critères que retient le ministère de l'Intérieur pour décider ou pas de l'application de la police de sécurité du quotidien dans tel ou tel quartier, il faut regarder si la coproduction locale de sécurité se fait de manière optimale. Si les efforts que pourrait faire l'État seraient accompagnés à due concurrence par les communes. Donc, si vous voulez, c'est un élément parmi d'autres qui, évidemment, est pris en compte. Votre réaction, là aussi, l'absence de portage politique Exactement, mais je crois que Monsieur le Préfet a bien résumé les choses. On ne peut pas avoir d'un côté l'État qui veut impulser certaines politiques et des collectivités locales qui fassent l'inverse. Je crois qu'il y a une volonté, il faut qu'il y ait une volonté commune et on ne peut pas avoir des discours là aussi. Il ne faut pas qu'on ait des discours à demander et en fin de compte ne pas appliquer ou mettre en application certaines mesures qui sont bien sûr compatibles avec les mesures qui sont portées par l'État, mais il faut aussi des mesures qui sont attendues par la population. En termes de sécurité, aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a des vrais problèmes qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui durent et qui se développent en termes d'insécurité sur la ville de Grenoble et sur l'agglomération grenobloise. Donc il y a bien avoir ce sujet sur lequel on devrait mettre sur la table, avoir une discussion au niveau de la métropole pour voir quels sont les messages envoyés. Des communes autres que la ville de Grenoble, Saint-Martin-d'Air, Échirolles, moi je vois à Domaine et autres, ont mis de la vidéoprotection, ont développé la police municipale. La police municipale est armée. Moi je vois sur la commune de Domaine, la police municipale est armée, elle n'a jamais utilisé l'arme, mais ça lui permet de pouvoir assurer des services de nuit et avec la volonté de pouvoir assurer une sécurité des agents. Donc c'est pas pour faire jouer des cow-boys, c'est simplement on met en place des missions à la police municipale et la moindre des choses, c'est d'assurer la sécurité des agents qui vont dans les quartiers pour assurer la tranquillité publique. Alors, il y aura une deuxième vague pour cette police de sécurité du quotidien, une deuxième vague de territoires qui seront choisis, mais pas avant 2020. 2020, c'est la date des prochaines municipales. C'est peut-être pas un hasard. Puisqu'on parle des municipales, je vous entends beaucoup parler de Grenoble. Vous êtes une des personnalités chez les Républicains qui comptent dans le département. Comment vous les voyez, ces municipales grenobloises du côté de la droite ? Je pense qu'on va avoir en 2020 une élection qui, au niveau des élections municipales, notamment sur Grenoble, qui est très importante, pas uniquement pour la ville de Grenoble, qui est importante pour la métropole. On le sait, et ce sera encore plus vrai demain, la ville de Grenoble aura un point important au sein de la métropole en termes de représentation au niveau des élus. Donc si on veut avoir une vraie politique, un vrai projet métropolitain, il faut qu'il y ait un changement de majorité sur la ville de Grenoble. On voit bien aujourd'hui la difficulté de mettre en place une politique, même avec un président comme l'est Christophe Ferrari, on voit bien qu'il y a des consensus, des accords qui sont passés qui font que la métropole ne peut pas aller vers un vrai projet politique. Et moi, je souhaite qu'il y ait un vrai projet qui soit porté au niveau de la métropole, et ça passe par le basculement de la majorité sur Grenoble. Avec quelle personnalité à Grenoble ? Est-ce qu'on voit déjà émerger à droite des personnalités qui pourraient conduire les listes et séduire les électeurs ? Je ne sais pas si il faut le voir spécialement par rapport à une personnalité de droite. Moi je travaille déjà aujourd'hui avec des différentes personnalités du monde économique, du monde universitaire, du monde associatif, pour essayer de réfléchir comment des personnes seraient intéressées pour se réunir, pour porter un projet, avant de porter une étiquette ou un fanion politique. Je pense qu'aujourd'hui, les Grenoblois, mais aussi aujourd'hui au niveau de la métropole, on a besoin d'avoir un projet qui puisse donner envie,
qui puisse remettre Grenoble et la métropole, mais Grenoble comme ville phare au niveau de la région Rhône-Alpes, qu'on puisse de nouveau être attractif, aussi bien au niveau économique qu'au niveau politique national. Et ça passe par un projet qui n'est pas uniquement porté par une équipe avec, à mes yeux, un fanion politique, je le redis. Mais c'est pour ça qu'il faut réunir des personnalités et des personnes qui ont envie de s'investir pour leur ville et porter un projet politique. Oui, j'entends même un petit peu entre les lignes que vous me dites, finalement, une personne de la société civile serait préférable. Ça peut être une personne de la société civile, ça peut être une personne qui est du politique. Rien doit être fermé. L'objectif, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est content du résultat de l'équipe municipale? Je fais partie de ceux qui disent non, on doit changer de politique. Donc, si on est plusieurs, et j'entends déjà Mathieu Chamussi, Alain Carignon et d'autres qui sont en train de travailler au niveau des politiques, mais j'entends aussi qu'il y a des personnes de la société civile qui sont aussi réfléchissent à ce point-là, au lieu de partir de façon séparée, ce qui serait la pire des choses. Que s'il y a différentes listes qui se présentent, tout ça fera le bonheur de l'équipe sortante qui sera réunie. Évidemment. Donc il y aura bien un moment, il faudra que quelqu'un prenne la responsabilité de réunir toutes ces personnes pour leur dire maintenant, si vous en êtes d'accord sur l'objectif, comment on se met autour d'une table pour travailler sur un projet commun qui puisse être porté devant les Grenoblois. Et j'ai bien compris que vous entendez prendre part à ce débat et à cette organisation. Exactement. Allez, on en vient à l'actualité nationale avec une sacrée brochette de réformes annoncées par le gouvernement. On va les égrener les unes après les autres et vous allez me donner votre sentiment sur toutes ces réformes. La réforme pénitentiaire, mardi, Emmanuel Macron a dévoilé son plan pour une refondation pénale. L'objectif, en fait, est de rendre les peines plus efficaces, mais aussi pour lutter contre la surpopulation carcérale. La prison sera en fait réservée aux cas les plus graves. Plusieurs délits seront forfaitisés, donneront lieu à des amendes. On pense là à certains délits routiers ou à la consommation de stupéfiants. Les peines de entre 1 et 6 mois de prison pourront s'exécuter hors des établissements pénitentiaires. Sur la forme, déjà, je pense que le président de la République, depuis quelques semaines et quelques mois, fait beaucoup d'annonces et peu de textes. Donc, il ne faudrait pas que les Français, et je crois que c'est le cas, ne tombent pas dans le panneau aujourd'hui. On voit bien, moi je le vois sur le terrain, et c'est en train de le voir dans les enquêtes d'opinion auprès du président de la République. Sa cote baisse régulièrement parce que, OK, on fait des belles annonces, mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Sur cette réforme-là, bien sûr qu'on est tous conscients qu'il faut réformer ce qui se passe dans la réforme pénitentiaire. Je rappelle que le président de la République avait annoncé lors de sa campagne électorale la création de 15 000 places. Aujourd'hui, il n'en parle plus que de 7 000. Il avait fait parler de certaines mesures lors de la campagne qu'on ne retrouve pas non plus dans ces annonces-là. Donc, attendons de voir le texte concret. J'espère, et vous l'avez dit au début de l'émission, que ce texte, comme les autres, viendront en discussion au Parlement et à l'Assemblée nationale et au Sénat, car on ne peut pas aussi continuer, et j'espère que ce ne sera pas le cas, de fonctionner avec uniquement des ordonnances, parce que c'est bafouer le rôle des parlementaires, mais c'est bafouer surtout l'expression des citoyens qui ont voté pour des députés et les grands électeurs qui ont voté pour des sénateurs. Donc, aujourd'hui, c'est un sentiment un petit peu de crainte par rapport au fonctionnement de notre démocratie lorsqu'on voit le chef a parlé et derrière il demande à son armée parlementaire qui composait de nouveaux députés En Marche à l'Assemblée de suivre d'un seul homme, mais c'est pas comme ça qu'on se doit fonctionner. Votre collègue Bruno Retailleau, élu républicain aussi, dit le fondateur d'En Marche veut que tout le monde marche au pas, ce n'est pas acceptable. Après, les élus locaux, ce sont les parlementaires qui sont dans le collimateur. C'est un petit peu ça, on veut passer au-dessus des parlementaires ? Oui, mais moi je pense que c'est surtout au niveau de la majorité que ça doit poser un problème. On nous annonçait un grand chambardement du fonctionnement de notre démocratie, de notre Parlement. Vous allez voir le nouveau monde. Mais c'est un retour en arrière. Aujourd'hui, il y en a un qui décide et tout le monde est au garde à vous.
mais qu'on puisse ouvrir des débats. On va avoir je ne sais pas si on va en parler, mais des sujets importants à débattre. Qu'on prenne le temps. Moi, je préfère que le temps soit passé au Parlement pour avoir des débats, des discussions qui vont durer peut-être du temps, que le débat se déroule dans la rue. Le rôle du Parlement, c'est ça. On ne doit pas laisser demain à la rue s'exprimer sur des sujets de société. Donc, bien sûr qu'ils pourront le faire, mais surtout ceux qui ont été élus et qui représentent les électeurs. Mais vous savez ce que répond l'exécutif, hein, il faut aller vite. Le temps parlementaire, c'est souvent beaucoup de temps passé en séance et en commission, et on perd du temps, on n'a pas le temps de faire les réformes. Le quinquennat passe très vite. Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple qui va à contrario de ce que dit aujourd'hui la majorité. Le Sénat avait voté une loi sur un sujet alors, qui est phénomène, c'est sur le transfert de la compétence de l'eau et l'assainissement, à l'unanimité de toutes les familles politiques. Parce que c'est arrivé à l'Assemblée nationale avec cette nouvelle majorité. Cette majorité a fait le choix de ne pas voter ce texte et l'a renvoyé en commission, donc perte de temps, pour nous ressortir 6 mois après un texte qui est presque l'équivalent du texte qui était porté par le Sénat. Tout ça pour avoir la légitimité d'avoir un texte qui porte le nom de En Marche. Donc si c'est ça, de faire de la politique, et le nouveau monde politique, c'est bien la politique politicienne qu'on dénonce aussi de notre côté. Je reviens à la réforme, à la refondation pénale. Taux d'occupation à la prison de Vars, 156%, hein, pour 100 places. Il y a 156 détenus. La surpopulation carcérale, c'est une évidence. Emmanuel Macron dit, bon, il faut construire quelques prisons. Il va en construire certaines places. Il va fournir certaines places de prisons nouvelles. Et les petites peines ne conduiront plus en prison. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça n'envoie pas un message, finalement, de laxisme ? C'est ça la question. Non, je ne crois pas. Je pense qu'après, il faut... vous voyez, moi, je ne suis pas quelqu'un de complètement obtus, mais je pense que là aussi, c'est selon les peines, et là, je fais confiance à la justice pour juger pour les personnes qui sont condamnées à moins d'1 an de prison pour certaines peines. Peut-être qu'ils n'ont rien à faire en prison. Et même au contraire, certaines personnes, au vu de leur parcours, peut-être c'est un mauvais signal de les envoyer en prison et d'avoir côtoyé une population qui pourrait avoir des effets néfastes sur leur comportement. Donc, sur ce principe, pas d'opposition. Moi, sur ce principe, pas d'opposition, en laissant la justice bien faire le choix de ceux qui peuvent ou peuvent pas assumer et assurer ces peines. Autre réforme, la réforme constitutionnelle. Alors c'est un peu technique, mais le Premier ministre a commencé à consulter cette semaine. Le gouvernement veut réduire notamment d'1 quart ou à 1 tiers, c'est pas encore tout à fait fixé, le nombre de parlementaires. Il veut aussi leur imposer un maximum de 3 mandats identiques dans le temps et instaurer une part de proportionnelle aux législatives. Le Sénat, dont vous êtes, est très hostile à cette réforme. Le Sénat ne va pas défaire en chambre ce que le peuple français a décidé dans les urnes. Nous irons jusqu'au bout, a dit le porte-parole du gouvernement. Donc le Sénat n'aura pas vraiment son mot à dire sur cette réforme constitutionnelle. Si, le Sénat aura son mot à dire. Le problème, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Gérard Larcher travaille et fait des propositions à l'exécutif, au président de la République et au Premier ministre. Sur le nombre de parlementaires, il n'y a pas d'opposition frontale du Sénat sur la diminution du nombre de parlementaires. La seule demande du Sénat, elle est, que chaque département puisse garder au moins un député et un sénateur, parce qu'on ne veut pas non plus que des territoires ruraux soient les grands absents de cette réforme et que demain on ait des parlementaires qui représentent que l'urbain et que la ruralité soit absente. Donc minimum un député et un sénateur par département dans les petits départements. Deuxièmement, que la diminution du nombre de parlementaires se fasse à proportion égale de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire 0,6 sénateurs pour un député, et pas qu'il y ait un déséquilibre par rapport aux 2 chambres. Qu'on réduise les 2 chambres de façon équivalente, ça ne nous choque pas. Après, il faudra s'entendre sur jusqu'où, à quel moment on s'arrête. Le point c'est sur le cumul des 3 mandats. Je pense que c'est une hypocrisie, parce qu'on voit bien, et même le président de l'Assemblée nationale qui est venu au Sénat en début de semaine à l'invitation de Gérard Larcher, a même fait une remarque en disant, vous voyez, il y a des sénateurs qui ont fait des mandats de députés. Alors si c'est pour faire 3 mandats de députés, pour faire 3 mandats de maire et puis 3 mandats de sénateurs, ça ne va pas réduire le nombre. Donc on voit bien que... Et puis moi, je vois les maires des communes petites ou moyennes.
Si les citoyens sont contents du travail du maire, qu'ils fassent 4 mandats ou 5 mandats, c'est bien les citoyens qui décident de savoir si leur maire, leur équipe municipale fait du bon travail ou pas. Donc c'est là-dessus qu'il y a un point d'achoppement sur lesquels Gérard Larcher, lui, et une grande majorité du Sénat souhaitent ne pas lâcher. Mais sur d'autres points, je pense qu'on va arriver à trouver des solutions. Gérard Larcher qui a dit ce genre de sujet, ça nourrit l'antiparlementarisme et les populismes pour un effet de mode ou de démagogie. Oui, parce qu'en fin de compte, je pense que les Français aujourd'hui, si on interroge les Français, est-ce que votre priorité aujourd'hui, c'est la réforme constitutionnelle ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres points importants à régler? Moi, je parle sur le problème de la santé, de l'éducation, le problème de la sécurité, de l'immigration. Ça, c'est peut-être des sujets beaucoup plus importants à mobiliser que d'aller faire la une de la presse. Alors, c'est très populiste. Il y a peut-être plus important, mais les Français, sur les élus. Les Français n'y sont pas hostiles. 82% trouvent que cette réforme constitutionnelle serait utile pour la France. Non, mais je jure que si on demande aux Français de diminuer le nombre des élus, tout le monde est d'accord. Mais la preuve, c'est que même le Sénat est favorable à la fait qu'on diminue. Et notre candidat, vous parliez tout à l'heure de François Fillon, portait aussi la même proposition de la réduction du nombre d'élus. Donc c'est pas quelque chose qui, pour nous, est un cas. Mais attention, on va faire de l'inéquité territoriale, c'est ce que j'en dis. Il ne faut pas qu'il y ait une différence de traitement entre les territoires ruraux et les urbains. Et puis qu'il y ait un équilibre qui soit respecté entre le Sénat et l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse garder ce bicamérisme qui fait la force quand même de notre institution. Allez, autre sujet, le 80 km/h sur les départementales. Le gouvernement ne fera pas marche arrière sur cette décision. La vitesse sera bien limitée à 80 au lieu de 90 sur toutes les routes secondaires sans séparateur de voies. Et ce, dès le 1er juillet prochain. Le porte-parole du gouvernement l'a confirmé cette semaine, même si cette mesure pourrait être réexaminée en 2020. Vous doutez de l'efficacité de cette mesure? Vous dites que c'est pas le plus important. Qu'on ait tous une volonté de réduire le nombre d'accidents pour réduire la mortalité, on y est tous favorables. Il ne faut pas encore une fois, j'ai entendu chaque fois les prises de parole du gouvernement, c'était de dire il y a ceux qui sont pour les accidents et ceux qui sont contre. Mais c'est d'une absurdité parfaite. Bien sûr qu'on est tous favorables et pour mettre en place des mesures pour réduire le nombre d'accidents. Ce qui nous paraît, aurait été beaucoup plus raisonnable, et aujourd'hui, ça aurait été possible de le faire. On aurait pu travailler avec les services de l'État, notamment avec le préfet et ses services, pour connaître les zones accidentogènes. On sait aujourd'hui, dans chaque département, qu'il y a des secteurs où on comptabilise le nombre d'accidents chaque année qui sont plus ou moins graves, et notamment ceux qui sont mortels. Qu'on puisse faire des vrais aménagements, pas simplement mettre un panneau de 80 mais peut-être le mettre à 70, mais avec des aménagements de sécurité à faire sur ces routes-là, pour réduire la vitesse, pour améliorer la sécurité. Oui, simplement mettre des panneaux 80 à l'heure qui, encore une fois, vont pénaliser quel territoire? Les territoires ruraux plus que l'urbain. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une fixation, encore c'est très populiste, d'aller cibler les ruraux à 80 pour tout le monde, ce qui ne résoudra pas, à mes yeux, à nos yeux, le problème de la sécurité sur certaines routes. Qu'on soit à 80 ou à 90, il y a un vrai problème de sécurité, il y a des aménagements à faire. Et là, c'est donner les moyens aux départements à faire ces aménagements de sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Autre réforme, la réforme de la SNCF. Alors le gouvernement souhaite la faire passer par ordonnance. Cette semaine, la CGT a dégainé son contre-projet pour réorienter le gouvernement. Le Premier ministre, en tout cas, annonce sa volonté de supprimer le statut des cheminots pour les nouveaux embauchés. C'est une ligne rouge aux yeux des syndicats. Cette réforme, comment vous la jugez? Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'on réforme le statut des cheminots. On ne peut pas continuer dans ce pays à avoir une multitude de personnes et de fonctions qui n'aient pas les mêmes statuts. Donc oui. Vous allez jusqu'à parler de privilèges? Moi, je pense qu'à une époque, c'était peut-être justifié, ça ne l'est plus aujourd'hui. Je ne vais pas parler de privilèges, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire des efforts et je pense que même ceux qui sont aujourd'hui concernés, peuvent l'entendre. Après, moi, je souhaite que cette réforme vienne aussi au débat à l'Assemblée et au Sénat. On ne peut pas prendre des décisions aussi importantes. Ce ne sera pas le cas. Oui, mais c'est encore une fois... Est-ce que c'est ça le nouveau monde du fonctionnement de la politique en France? Est-ce que c'est aujourd'hui une personne dans un palais qui va décider je fais ci, je demande à ma majorité d'avoir le petit doigt sur la couture et d'accepter, mais même les députés qui acceptent
de ne pas participer au débat. Mais moi, je serais dans la majorité, je ne pourrais pas accepter ce fonctionnement. Ça veut dire eux disent qu'il va y avoir un mois de débat, de concertation avec les représentants syndicaux. Aujourd'hui, on voit comment se passe la concertation avec ce gouvernement. C'est une pantamonie de concertation. Les décisions sont déjà prises à l'avance. On fait qu'on consulte les gens, on les écoute pas et on décide de ce qu'on avait prévu. Donc, on le voit bien lorsqu'il y a eu certaines déjà discussions qui ont pu avoir lieu sur certains sujets, notamment sur les dernières discussions au niveau de certaines ordonnances où les partenaires se sont dit mais attendez, on a discuté, aussi bien les représentants des entreprises que les représentants des salariés, on a discuté après un mois, on vous fait des propositions et vous nous sortez ce que vous avez déjà prévu un mois à l'avance. Donc tout ça n'a servi à rien. Donc si c'est ça, faire la concertation, je pense qu'on se moque des gens. La réforme de la formation professionnelle, cette semaine, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a dévoilé lundi sa réforme de la formation professionnelle. Enfin, on voit que les réformes s'enchaînent les unes aux autres, en tout cas l'annonce de réformes. Est-ce que trop de réformes tue la réforme? Est-ce que vous croyez à des opérations de communication exclusivement? Comment vous jugez tout ça Alors, c'est tous des sujets qui sont importants. Hein. La réforme sur la formation professionnelle est un sujet très important aujourd'hui. C'était quasiment... Enfin, la droite avait promis de les faire, d'ailleurs, bien sûr, c'est pour ça que c'est des sujets sur lesquels on ne doit pas traiter ça à la vitesse grand V. Il y a un vrai travail qui doit se faire. On ne doit pas se tromper, surtout, parce que l'objectif, c'est d'arriver à donner des solutions, à faire des propositions pour permettre à notre jeunesse de mieux être orientée et ciblée sur des formations professionnelles qui puissent aboutir sur des vrais emplois. Donc, tout ça doit nécessiter, bien sûr, et de travailler avec l'ensemble des partenaires, d'avoir un vrai débat au niveau du Parlement entre l'Assemblée et le Sénat pour faire des propositions. Que ça prenne quelques mois à l'échelle d'un pays, c'est pas catastrophique si l'objectif, on arrive à trouver des solutions. Et moi, j'espère que sur les solutions comme l'apprentissage, par exemple, on arrive à avoir un consensus et à trouver des solutions partagées par le plus grand nombre. Parce que finalement, les réformes qu'on propose, c'est plutôt des réformes qui sont... centre-droit, que vous auriez pu porter si François Fillon avait gagné. Je pense à la réforme de la fonction publique. Le gouvernement annonce 120 000 postes de fonctionnaires en moins via des plans de départ volontaires. Ça, vous auriez parfaitement pu soutenir ça. Mais toutes les réformes qui sont menées aujourd'hui, bien sûr que notre majorité les aurait portées. Pas de la même façon, pas peut-être avec les mêmes solutions ou propositions, parce que c'est des sujets aujourd'hui qui sont très importants pour nos concitoyens. La formation professionnelle, le problème de la réforme pénitentiaire, le problème de la sécurité, de l'immigration, c'est tous des sujets qui aujourd'hui, bien sûr, concernent l'ensemble de nos concitoyens. Donc c'est plutôt la forme, finalement, c'est la précipitation. C'est la forme, c'est le non-respect des institutions, le non-respect de la démocratie avec le fonctionnement du Parlement, et puis une certaine... on veut faire croire beaucoup de communication en disant aux Français, voilà, beaucoup d'annonces, beaucoup de communication, mais peu de débats et peu de travail de fond. Les premiers mois d'Emmanuel Macron, une popularité à 41%, selon un dernier sondage Elab pour Les Échos. Après une baisse de 4 points, il a regagné 4 points en mars. Il est même en hausse de 8 points chez les électeurs, les sympathisants de François Fillon. Il séduit plutôt l'électorat de droite. Dans son discours, oui, il peut séduire lorsqu'il fait, encore une fois, c'est là toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'agitation, beaucoup de présence sur le terrain. L'hyper-président numéro 2, tous ceux qui critiquaient Nicolas Sarkozy, moi je revois un petit peu dans Emmanuel Macron le même fonctionnement. Donc ceux qui critiquent aujourd'hui ne devraient pas le faire, devraient faire la même chose sur Emmanuel Macron, mais
Voilà, le milieu parisien, médiatique. Le président des villes. C'est le président des villes. Les médias sont très sympathiques, pour pas dire plus, avec lui. Jusqu'à quand ça va durer, on le verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout ce que les Français attendent, c'est des solutions, c'est des vraies réformes. Or, aujourd'hui, rien. Sur le travail, les ordonnances sur le travail, ça a été des mesurettes. On n'est pas allé au bout de la réforme. On n'a pas attaqué les vrais sujets, notamment les 35 heures. On a mis tout ça de côté. Donc on voit bien que c'est beaucoup d'annonces, beaucoup de communication, et puis derrière, pas grand-chose. Merci beaucoup, Michel Savin, d'avoir été l'invité du Récap Info. On se retrouve dans un instant. On va faire un petit bonus, un petit supplément du Récap Info. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site internet de Télé Grenoble. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.